Bonjour à tous, merci beaucoup Rémi, c'est fantastique, j'adore la magie. Alors il n'y a pas de mystère, hein. On imagine bien qu'il y a derrière tout ça des processus rationnels, il y a aussi beaucoup de talent. Et merci infiniment parce que la magie ça réenchante le monde et on en a tous besoin. Alors en revanche ça ne fait pas trop mes affaires parce qu'il faut que je prenne la suite. Moi ça va être un petit peu moins spectaculaire comme présentation. Sachant qu'on m'a demandé de vous présenter, dans à peu près 30-35 minutes, les résultats des différentes sciences économiques, humaines et sociales, vers quel levier elles pointent, qu'on peut après actionner en utilisant un certain nombre d'outils pour faire changer les comportements et les pratiques sociales vers plus de durabilité. Alors, il y a une petite présentation qui va arriver, mais c'est pas grave, je peux continuer. Alors, effectivement, vous imaginez économie, sociologie, psychologie, psychosociologie, anthropologie, tout ça en 35 minutes. Je ne vais pas vous cacher, on ne va pas aller dans les détails, mais j'aimerais qu'à la fin de ma présentation, vous ayez une idée un petit peu plus claire de ce qu'elles font chacune, et puis de comment vous pouvez les utiliser, et aussi pourquoi des fois, quand vous faites des choses, ça marche ou ça ne marche pas. Alors, pour ne pas être trop barbante, surtout après la magnifique présentation de Rémi, je vous propose un petit jeu qui est le jeu du Yaka Faucon. C'est-à-dire que sur la question comment on fait évoluer les comportements et les pratiques sociales, vous avez tous certainement des idées, certainement d'ailleurs intelligentes. Et on va en tester un certain nombre. Et quand vous êtes d'accord avec ce que je vous propose, si vous voulez bien vous lever, comme ça fera un petit sondage visuel sur vos leviers préférés. Et puis on pourra en discuter. Donc, premier levier, déjà, il faut expliquer. Alors, c'est beaucoup revenu dans les vidéos, d'ailleurs, que vous avez présentées au début. Il faut expliquer le pourquoi du comment, il faut expliquer les enjeux. En fait, les gens, ils ne savent pas trop. Ou alors, l'inverse, bon, ça suffit, hein, maintenant on est au courant, il faut arrêter les beaux discours et utiliser d'autres moyens. Alors, qui est un peu d'accord avec ce que je viens de dire? Parce qu'il y en a qui se lèvent. N'ayez pas peur, hein. Je vois quelqu'un qui... Normalement, tous les gens qui travaillent la communication devraient se lever à ce moment-là. Ou alors, c'est qu'ils sont totalement désespérés. Bon, je retiens néanmoins que vous avez un début de... Voilà, il y a quelques prémissements, surtout au-dessus. Alors, en fait, ceux qui ne sont pas levés avaient en partie raison et en partie tort. Pourquoi? Parce que on peut imaginer que les gens, en fait, ne sont pas assez sensibilisés, ce qui est faux. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, depuis environ les années 1995, il y a entre 8 et 9 Français sur 10 qui se déclarent sensibles ou très sensibles à l'environnement. Donc les Français sont sensibilisés. Après, quand on regarde les pratiques et les éco-gestes, alors que sur tous les domaines environnementaux, je vais essayer de me cibler sur l'eau et les déchets, mais je vous parlerai aussi des fois un petit peu d'énergie et de transport. Les pratiques, elles ne suivent pas, donc voilà, on a un petit souci. Et quand on leur pose des questions sur pourquoi ils font ce qu'ils font ou ils ne font pas ce qu'ils font, en fait, la question écologique environnementale arrive à peu près jamais en premier. Alors là, je vous ai sorti cette statistique, parce que de toute ma carrière de sociologue, c'est la seule fois de ma vie où la motivation environnementale arrivait en premier. Donc c'est pourquoi vous faites des économies d'eau. Eh bien, entre 1995 et 2010, alors c'est dommage parce que c'est le ministère qui posait cette question, puis ils ont arrêté de la poser, alors que c'était mon exemple, enfin je le garde précieusement. Vous voyez que c'est passé en majorité pour éviter le gaspillage de cette ressource naturelle plutôt que pour alléger votre facture. On peut imaginer aussi que si on a ce résultat, c'est d'une part parce que ça ne pèse pas énormément non plus dans le budget des ménages, contrairement aux factures d'énergie. Et puis la question, elle met quand même 2 coups de stabilo sur les aspects environnementaux en disant gaspillage d'une part, puis ressources naturelles. Donc on insiste vraiment bien sur les aspects environnementaux. Donc ça, c'est la seule fois. Mais attention, vous n'êtes pas levé, mais vous auriez dû. Parce que si ça ne joue pas en premier, ça joue toujours en second ou en troisième. C'est-à-dire que les gens qui font le plus d'éco-gestes, qui ont le plus de pratiques vertueuses d'un point de vue environnemental, c'est quand même les plus sensibilisés, même si ce n'est pas la première raison pour laquelle ils font ça. Donc,
les gens de la com, vous pouvez voilà, dire que vous avez une vraie utilité sociale, y compris voilà, sur ces thématiques d'environnement. Et vous savez que si on veut communiquer et informer, il y a différents outils qu'on peut ordonner en fonction de leur précision par rapport à la cible. Alors, soit vous faites des grandes campagnes voilà, généralistes, donc ça c'est une de l'ADEME qui avait bien marché, réduisons vite nos déchets, attention ça déborde, qui allait avec faisons vite, attention ça chauffe. Et puis vous pouvez commencer à segmenter vos cibles, donc avoir des discours un peu spécifiques. Alors ça a été beaucoup fait sur les transports, hein. Je pense que vous pourrez le faire sur l'eau, et sur le fait qu'il faut mieux boire de l'eau du robinet que de l'eau en bouteille. Vous avez à la fois l'argument écologique, vous avez l'argument prix, vous avez l'argument ça pèse moins lourd dans les courses, l'argument ça prend moins de place dans vos poubelles. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'arguments qui permettent en fait de cibler différentes parties de la population qui sont sensibles à différents types de messages. Et puis après, vous avez le marketing individualisé. Donc ça se fait, il y a eu pas mal d'expériences dans les transports. On regarde précisément quels sont vos besoins de transport, quelles sont les ressources sur votre territoire, et puis on vous fait un diagnostic. Et puis ce qui est encore mieux, c'est qu'à la fin, on vous fait tester, par exemple, avec un ticket de bus, puis on se revoit après. Ça marche pas mal. Et tous ces outils-là, ils sont en fait issus de résultats en psychologie cognitive. Alors vous pouvez oublier le cognitif, mais c'est l'idée que penser, c'est faire. C'est-à-dire qu'on agit en fonction de nos représentations. Nous sommes des êtres de sens et on a besoin de cohérence. Donc c'est assez compliqué de faire des choses qui sont complètement à l'inverse de nos représentations, de nos pensées. On peut parfois être amené à le faire, mais c'est toujours assez douloureux. Donc cette chaîne causale, penser égale faire, c'est l'approche de la psychologie cognitive. Mais il y en a d'autres en psychologie, les comportementalistes ou les behavioristes, qui disent attendez, ça marche dans l'autre sens. On a aussi besoin de penser de façon conforme avec nos actions. Donc c'est bien connu de toutes les techniques de marketing porte-à-porte, hein, c'est le pied dans la porte. Donc on vous amène à faire une petite quelque chose, ouvrir la porte, et puis après vous achetez l'encyclopédie Universalis en 24 volumes. Donc c'est parce que vous avez accepté quelque chose, alors vous acceptez quelque chose en plus, etc. Donc ça fonctionne avec un acte préparatoire, c'est-à-dire un petit acte qui, après, aura des résultats d'autant plus importants qu'il est public et qu'il vous engage vis-à-vis des autres. Alors, ça se fait pas mal aussi en matière de mobilité, genre de choses. C'était très à la mode, la communication engageante dans les collectivités, il y a une quinzaine d'années. Mais bon, ça marche aussi, hein, ça marche mieux que la communication toute seule. Et puis après, on va dire, en fait, c'est les deux, c'est-à-dire que le besoin de cohérence, il est bien entre les actes et les pensées, dans un sens comme dans l'autre, mais surtout, ce qui est important, et Rémi l'a déjà dit, l'a souligné, c'est qu'en fait, globalement, on fait comme les autres pensent et font. Enfin, on fait comme on croit que les autres pensent et font. C'est-à-dire que ce qui joue énormément dans nos comportements, c'est le conformisme social. C'est l'habitude, certes, mais c'est aussi le conformisme social. Et pour ça, vous avez des leviers qui vont en fait jouer sur les groupes. Alors, il y a des choses qui sont développées aux États-Unis, c'est en matière d'énergie, mais peut-être que sur les déchets, notamment avec la mise en place de la tarification incitative et du fait qu'on va avoir aussi des connaissances précises et donc un feedback possible qu'on peut donner au consommateur sur sa consommation. On va pouvoir comparer les gens en fonction de ce qu'ils produisent comme déchets. Alors donc ça, c'est l'énergie. Et puis, si vous faites plus ou moins pareil que votre voisin, enfin plus ou moins, vous avez un petit smiley qui est content ou pas content. Alors ça marchouille, on va dire. Aux États-Unis, on a quelques pourcents quand même d'économie d'énergie avec ce dispositif. C'est pas très compliqué à mettre en place. Ça marche aussi beaucoup mieux chez les gens qui votent démocrates que chez les gens qui votent républicains. Donc on revient à nos histoires de sensibilisation, c'est-à-dire chez ceux qui ont des attitudes pro-environnementales, cette comparaison marche bien. Ça marche peut-être mieux aussi dans les pays où on a moins envie de se singulariser. Peut-être dans des cultures latines, c'est moins efficace. Il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites en France. Attention, c'est que la base de la comparaison est vite remise en question. Oui, mais moi, c'est parce que mon voisin, en fait, il est en vacances, ou alors, moi, je produis plus de déchets, mais c'est parce que j'ai plus d'enfants, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à cette comparaison, mais ça peut fonctionner.
Sinon, de manière un petit peu moins automatique, vous avez tous les défis un petit peu ludiques. Alors, ça a commencé avec défis famille énergie positive, mais on a maintenant des alimentations positives, des zéro déchets, des challenges mobilité. Et là, vous allez avoir aussi du conformisme entre les groupes, de l'émulation collective, et ça va vous permettre de faire en sorte que les comportements individuels changent. Et puis tout à la fin, j'ai mis l'accompagnement individuel parce qu'en fait, dès que vous êtes dans une interaction avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas que l'information qui compte, il y a aussi le lien humain, et notamment un phénomène en sociologie qui s'appelle le don contre don. Et on le voit notamment dans les quartiers un peu en difficulté. Si vous y allez avec des ambassadeurs qui vont dire « c'est pas bien de jeter les déchets par la fenêtre, par exemple, ou de pas trier ces déchets », ça, en règle générale, vous êtes mal reçu, alors que si vous arrivez en disant on vient vous voir parce qu'on a des petites choses à vous proposer, notamment, regardez, on va vous installer un mousseur sur votre robinet pour faire des économies d'eau, et puis qu'après vous rentrez dans un dialogue, vous avez pris du temps, vous êtes déplacé chez les gens, vous leur avez apporté quelque chose, et là, après, on peut commencer à discuter environnement. C'est-à-dire que voilà, il y a un côté don contre don dans les relations interhumaines, et ça fonctionnait beaucoup mieux dans les expérimentations qui ont été faites. Alors, deuxième Yaka Faucon, un grand classique. Il n'y a qu'à taper dans le porte-monnaie, hein, il n'y a que ça qui marche. Qu'est-ce qui pense un peu ça? Alors là, normalement, il y a tout ce qui est voilà, direction financière. Il y a des bras qui se lèvent. Je pense que vous êtes timide, vous n'avez pas envie de vous lever, ça se voit trop. Donc, ok, je vois qu'il y a quelques bras qui se lèvent, donc les instruments économiques. Alors, que dit la science économique? La science économique, sachez-le, alors je suis sociologue, mais j'ai aussi fait de l'économie avant, c'est une science qui est souvent beaucoup plus riche et complexe que ce qu'on veut bien lui faire dire. À la base, en théorie standard, l'homo economicus, c'est un être qui est à la fois très très doué, c'est un super calculateur, mais il est un peu borné, il fait un peu toujours la même chose, donc il maximise son intérêt, et il suit son intérêt sous contrainte budgétaire. Et puis il répond parfaitement à signal prix. Voilà. On change le prix et puis on voit ce que ça donne. Alors dans la réalité, c'est quand même pas complètement faux. Hein. Notamment, pour le moment, la tarification incitative des déchets, là où elle a été déployée, c'est vrai qu'il y a moins... ça marche des fois, c'est des résultats, des réductions à 2 chiffres quand même. Hein. Donc c'est vrai que ça marche. Mais il y a quelques limites qui ont aussi été, toutes celles-là, c'est des limites qui ont été mises en lumière par les économistes eux-mêmes. D'une part, le signal prix, il oublie un truc, qui est le signal qualité. Et si les gens boivent de l'eau en bouteille au lieu de boire de l'eau du robinet, c'est pas parce qu'elle est moins chère, hein, vous avez remarqué. C'est parce qu'ils pensent que la qualité est pas au rendez-vous et qu'elle justifie cette différence de prix. Problème, c'est que si vous dites, en tant que distributeur d'eau, mon eau, elle est vraiment super, vous n'allez pas être complètement crédible, parce que personne ne dit que son poisson n'est pas frais. Hein. Donc il vous faut un tiers de confiance. C'est là où, d'ailleurs, dans les vidéos, il a été, avoir confiance dans les scientifiques. Il faut qu'il y ait soit l'État, soit des assos, soit des scientifiques qui valident votre discours. Sinon, évidemment, vous avez intérêt, de toute manière, à dire que votre produit, il est bon. Donc on a ce petit souci de signal qualité qu'en gros, on peut lever avec des dispositifs d'information qui sont certifiés par une source fiable et extérieure. On a aussi des manques de capacité de calcul, alors notamment sur la tarification incitative des déchets, par exemple savoir si je ne mets pas ça dans la poubelle ou si je n'achète pas ça, combien je vais gagner au final. Je pense que les gens, ils n'en sont pas capables, ils vont voir en gros volume. Alors le pire pour ça, c'est quand même la rénovation énergétique du logement, parce que s'il faut faire une optimisation de ce que vous êtes susceptible de gagner sur votre facture d'énergie avec les évolutions, puis vous savez déjà pas trop bien ce qu'il faut faire comme diagnostic, les gens, ils n'y arrivent pas. Hein. Donc il faut les aider, notamment quand on les aide là-dessus, à l'ADEME, on sait bien ça. On fait des offres intégrées, on leur fait le diagnostic, et puis on leur fait aussi la recherche de la maîtrise d'œuvre, parce que ça, pareil, vous n'allez pas optimiser tous les artisans sur votre territoire et puis faire un tableau Excel pour savoir lequel vous choisissez. En gros, vous allez dans le meilleur des cas voir un espace info-énergie, ou alors vous allez demander à votre voisin ou votre beau-père, et puis c'est comme ça que vous décidez. Donc les êtres humains ne sont pas des supercalculateurs, et qu'il y a un moment, on passe par des routines et par des tiers. Et puis on est aussi un peu irrationnel, on a des émotions. L'irrationalité d'un point de vue économique. Hein. Donc les émotions, les principes moraux, pour les économistes, c'est irrationnel. On fonctionne avec d'autres choses, en fait, que l'intérêt individuel. Et on peut aussi s'en réjouir.
Et ça fait que des fois, l'incitation économique et le principe moral, ça ne va pas très bien ensemble. Notamment sur le tri des déchets, soit vous jouez sur, en gros, le civisme, soit vous jouez sur la carotte financière. Il y a un exemple connu, alors qui n'a rien à voir avec l'environnement, c'est les crèches de Haïfa, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Donc c'est une crèche en Israël, et les gens étaient toujours en retard, les parents étaient toujours en retard. Alors, ça se fâchait, et bon, on va faire payer les retardataires. Le résultat, c'est que les gens étaient encore plus en retard. Parce que, puisqu'ils payaient, ils imaginaient qu'ils avaient droit à un service supplémentaire. Donc, vous voyez, on ne peut pas, il y a des outils et des leviers qui sont plus ou moins compatibles les uns avec les autres. Et puis, on choisit également en fonction de ce que font les autres. On a montré, par exemple, que sur le jet de déchets sur la voie publique, vous allez ne pas le faire si, d'une part, la voie publique est propre, et si vous pensez que les autres vont faire pareil. C'est-à-dire que si vous êtes le seul à ne pas jeter, vous allez avoir une motivation un petit peu moins importante. Alors, un autre truc qui est passionnant en économie, c'est les dilemmes sociaux, c'est-à-dire l'action, elle est rationnelle de votre point de vue, tout le monde suit son propre intérêt, et à la fin, c'est catastrophique pour tout le monde. Ça ne vous rappelle rien? Non, je rigole. La crise écologique, ça peut être ça. Alors, l'exemple classique, c'est des poissons dans un lac. Quand vous avez des ressources finies, chaque pêcheur individuel a intérêt à pêcher le maximum de poissons, si ce n'est qu'à la fin, il n'y a plus de poissons dans le lac, ils ne se reproduisent plus, et puis il n'y a plus rien à manger. Donc ça, c'est un grand classique de l'économie. Et comment on empêche ça? C'est la coordination. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce n'est pas seulement les individus et leur intérêt, c'est qu'il faut arriver à se coordonner ensemble pour faire en sorte de ne pas pêcher trop de poissons pour qu'ils aient le temps de se reproduire, et au final, on empêchera pendant beaucoup plus longtemps. Alors, la coordination, c'est des choses à prendre en compte dès que les changements de comportement ou de pratique vont être interdépendants les uns avec les autres. Par exemple, le compostage en pied d'immeuble. Il y a de la coordination à mettre en place. Et la coordination, c'est lourd à porter, c'est compliqué. Donc, si vous voulez favoriser ça, il ne faut pas mettre des petits bulletins dans toutes les boîtes aux lettres. Faites du compostage en pied d'immeuble. Il faut aider celui qui va organiser la chose et alléger les coûts de coordination. Si j'ai le temps, allez, je vous le dis celui-là, parce qu'il est rigolo aussi, c'est l'histoire du packaging des paquets de yaourts. Donc, il y a des expériences qui ont été faites. Le carton, en fait, il ne sert à rien sur les yaourts. Il sert à faire joli, à mettre quelques informations, on peut les mettre sur les pots. Donc, on a fait des tests, on enlève le packaging, le carton. Qu'est-ce que ça donne au niveau du consommateur? Quand c'est une marque, je veux dire distributeur, ça n'a aucun souci. Parce que la marque distributeur, elle est positionnée sur quelque chose qui est l'économie, le meilleur rapport qualité-prix, mais surtout le coût bas. Si c'est une marque, ils vont plus prendre la marque d'à côté, parce que la marque, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du qualitatif, on ne fait pas tout en économie. En revanche, si vous enlevez tous les cartons de toutes les marques, là, il n'y a plus de souci. Donc vous voyez que si vous voulez enlever le carton, il faut que l'ensemble des producteurs de yaourts se mettent d'accord pour que vous n'ayez pas un désavantage comparatif, sauf si vous êtes une marque distributeur, et dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Donc ces problèmes de coordination, c'est très important. Puis dernière chose, l'économie, ça marche bien, et le problème, c'est que ça marche bien, mais que ça ne marche pas de la même façon pour tout le monde, et notamment, ça dépend de la contrainte de revenus. Donc vous allez créer facilement, avec les outils économiques, des inégalités en fonction des contraintes budgétaires des uns et des autres. Et c'est pour ça que parfois, il faut des accompagnements. Donc la tarification incitative, c'est que les familles nombreuses qui n'ont pas beaucoup de revenus peuvent parfois nécessiter un accompagnement. Alors, j'en ai 4, des Yaka Faucon. Alors, il n'y a qu'à proposer les bons outils, les bonnes techniques, les bons aménagements, la bonne offre. Voilà, il faut jouer sur les instruments et les techniques d'aménagement et d'infrastructure. Qui pense ça? Un petit peu plus sur les infrastructures. Alors, très bien. Parce qu'en règle générale, c'est des choses... Enfin, là, vous, dans vos métiers, vous le voyez assez souvent. Mais souvent, on voit le changement de comportement très déconnecté, très humain, et pas déconnecté des problématiques d'environnement concret, matériel. Alors oui, ça marche bien. Ça marche notamment, faut des poubelles qui soient lisibles. Sachez par exemple qu'on a aussi fait des expériences en mettant une jolie photo de nature sur des poubelles publiques. Et les gens vont plus mettre leurs déchets sur la poubelle publique
parce que voilà, ils associent jolies photos de nature, environnement, pouf, et, préservation de la nature et actes citoyens. Si vous avez des gobelets qui sont renforcés, vous ne les jetterez pas, ils sont réutilisables. Donc il y a un moment, ça fonctionne. Les assiettes, on vous en a parlé aussi, Rémi vous en a parlé. Donc dans les déchets, il y a pas mal d'expériences là-dessus où on peut jouer sur des petites choses environnementales et permettre comme ça d'amener, sans forcément beaucoup d'informations autres, les gens au meilleur choix. Sur les transports, c'est aussi pas mal utilisé, que ce soit les ambiances urbaines, les pistes cyclables ou l'aménagement du territoire. Et vous voyez bien que ces histoires d'environnement, elles sont à différentes échelles et qu'on arrive assez vite à des questions, on va dire, très politiques d'organisation collective. Et puis la dernière chose aussi, c'est qu'on est dans un monde fait d'objets, de techniques, de technologies, que l'éco-conception de tout ça, c'est quand même fondamental. Dans les choses qu'on peut faire à ce niveau-là, il y a aussi tout ce qui est interdiction. Et donc c'est mon dernier Yaka Faucon. En règle générale, on ne l'aime pas. Alors c'est pour ça que je le mets à la fin. Qui pense que, bon, allez, ça suffit. Hein. L'urgence climatique, elle est là, l'urgence environnementale aussi. Maintenant, il n'y a qu'à interdire. Ah, il y a une courageuse. Ah non, il y en a un certain nombre, c'est bien. C'est souvent sur il n'y a qu'à interdire. Donc les instruments juridiques. Alors oui, c'est vrai, ça marche. Interdire, limiter, obliger, ça marche, parce que ça massifie aussi d'entrée de jeu. Hein. Normalement, tout le monde obéit. Personne n'est censé ignorer la loi. En revanche, le problème de l'interdiction, c'est son respect. Et si vous n'avez pas de sanction, pas de contrôle, c'est quand même pas nul. Ça permet quand même de faire, symboliquement, vous allez réaffirmer à un niveau quand même central ce qui est autorisé ou pas autorisé, donc un peu ce qui est bien ou mal, ou ce qui est bon ou pas bon. Donc, mais c'est quand même mieux quand il y a quelqu'un, quand il y a une sanction, quand vous ne respectez pas l'interdiction. Le problème, c'est que le contrôle total, il est impossible. C'est-à-dire nulle part, jusqu'à présent. Après, avec des nouvelles technologies, il y a peut-être certains pays qui poussent un peu la possibilité d'avoir un contrôle très, très, très pointu des gens, mais même, j'en suis à peu près persuadée, le contrôle total est impossible. Ce qui veut dire, et vous le savez certainement si vous êtes manager, c'est que la force ne fait pas tout. Qu'il y a un moment, l'autorité, ce n'est pas que la force, c'est aussi la légitimité. Donc il faut aussi qu'en face, on accepte votre autorité, qu'on accepte cette interdiction. Donc vous allez avoir un jeu entre les normes formelles, juridiques, et les normes sociales. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de faire évoluer les choses. Alors, premier point, première limite, c'est pour ça que je vous ai mis un petit mur, c'est qu'il y a un certain nombre de normes dans nos sociétés qui sont communes et qui conditionnent nos pratiques individuelles parce qu'elles sont très largement partagées. Donc, hygiène, confort, mobilité, connectivité, ça, c'est très compliqué de ne pas s'inscrire dans ces normes-là. Alors, notamment, dans le défi famille énergie positive, il y a des coachs qui expliquent aux familles comment faire en sorte pour réduire leur consommation d'énergie, et on donnait des trucs. Voilà. Et il y en avait un, c'était prendre moins de douches. Je ne vous cacherai pas que quand après on va voir les gens, prendre moins de douches, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'on est dans une société où on doit sentir bon. Et si on ne sent pas bon, on est au banc de la société. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très clair. Donc, si vous voulez faire réduire les consommations d'eau, parce que c'est la même chose, énergie et eau en l'occurrence, ça ne sert à rien de leur dire de prendre moins de douches. Hein. En revanche, de faire au niveau des douches ce qu'on a dit qu'il fallait faire quand on se brosse les dents, c'est-à-dire fermer le robinet quand vous vous shampouinez, etc., et puis le rouvrir après, ça c'est déjà quelque chose, un message qui est audible. Ou alors passer aussi par des chauffe-eau solaires, enfin des panneaux thermiques, solaires thermiques, pour faire votre eau chaude. Mais voilà, il y a des moments, ça ne sert à rien d'aller contre, c'est vraiment trop compliqué. Alors, les normes sociales, elles évoluent toujours, en règle générale, avant les normes juridiques. C'est-à-dire que souvent, le droit est à la traîne, mais parfois non. Hein, parfois, ça a vraiment permis de développer les choses. Donc, notamment sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, entre la première et la deuxième loi E20, il y a vraiment une réception qui a été différente. Les sacs plastiques à usage unique en caisse, c'était le cas. Les pailles plastiques, les gobelets, etc., c'est passé totalement dans les normes.
Et c'est aussi un jeu, malgré tout, de la réglementation qui a permis d'accélérer tout ça. Mais la société était prête. Et puis, donc, une efficacité aussi très importante des normes sur l'offre. Et vous, en tant que, on va dire, voilà, vous opérez à l'aval quand même des consommations, des productions beaucoup, que ce soit les déchets ou l'eau. Donc, vous récupérez beaucoup de choses qu'ont fait les autres. Mais de réguler aussi ce qui est sur le marché, quand même très efficace. Alors notamment les thermomètres au mercure qui sont très polluants. On aurait pu voilà, faire une petite tête de mort sur les thermomètres au mercure pour nous dire attention, dangereux. On aurait pu faire des grosses campagnes de pub. On aurait pu taxer très très fortement les thermomètres à mercure. On aurait pu les mettre très très en haut. Vous savez, il faut grimper sur une échelle pour aller attraper son thermomètre à mercure dans les linéaires de supermarché, etc. Non. Nous avons interdit collectivement la commercialisation des thermomètres à mercure. C'est fait au niveau français avant, puis européen. Il y avait une alternative pour les industriels et personne n'a manifesté dans la rue pour continuer à avoir le droit d'utiliser son thermomètre au mercure. Comme quoi c'est possible et parfois ça va bien plus vite et c'est bien plus efficace. Alors, au final, on voit bien qu'on a une pluralité de raisons d'agir ou de ne pas agir. On est d'accord, pas d'accord, les questions de confort, les habitudes, etc. Alors, je tiens à dire quelque chose aussi pour ma chapelle, que sont les sciences donc, humaines et sociales, économiques. Souvent on dit, oui, mais alors ces sciences-là, vous n'êtes jamais d'accord, ça dit oui, puis ça dit non après. Alors, il ne faut pas blâmer les sciences humaines et sociales. Il faut blâmer l'humain. Hein. C'est parce que l'humain est complexe, parce qu'il y a différentes choses dans sa tête, que les choses sont compliquées. Mais c'est pas, et puis cela dit, même en physique nucléaire, il y a aussi des paradigmes différents. Donc pourquoi c'est compliqué ? Eh bien parce qu'on est fait de plein de choses, on a un peu des millefeuilles. Alors on est tous des individus, on est d'accord. Ça c'est vrai. Et d'ailleurs, bon, se joue beaucoup de choses à ce niveau-là, et l'exposé de Rémy était beaucoup sur ce qui se passe dans nos têtes et comment on arrive, voilà, comment notre cerveau nous joue des tours. Mais voilà, on n'est pas des Robinson Crusoe. On vit notamment en premier lieu au sein de petits groupes, que sont la famille, les réseaux d'amis, les collègues, le voisinage. Et là, à ce niveau-là, se joue quelque chose de très très fondamental. C'est le conformisme social le plus fort. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'avoir raison contre tous ou de faire différemment, d'une façon générale, mais alors avec ses proches, c'est encore plus compliqué. Donc là, on a vraiment besoin d'être quand même relativement en accord. Et puis, tous ces petits groupes, ils prennent place dans des collectifs encore plus importants que sont les catégories sociales, les générations d'ailleurs, les sociétés, les cultures, les civilisations et même l'humanité. Il y a des choses aussi qui se jouent là et qui sont souvent des impensés. C'est tellement, on baigne tellement dedans qu'on ne le voit plus. Mais en revanche, c'est très opérant. Et puis, tout ce petit monde-là humain, il existe dans un environnement qui est fait de matière, d'espace, de temps aussi, d'objets, de technologies. Donc on est dans un environnement physique. Et souvent, une des difficultés dans le changement de comportement, vous avez beaucoup parlé changement de comportement, etc. Alors pour une sociologue, le comportement, c'est une notion de psychologie et d'économie. En sociologie, on parle de pratique sociale parce que tout ceci, c'est aussi le reflet des organisations collectives, de la structuration de nos sociétés. Le comportement, le moment où on est vraiment dans du libre arbitre, en fait, il est assez rare dans nos vies. Donc, d'arriver à comprendre comment ce qui se passe au niveau de l'individu, c'est aussi déterminé par ce qui se passe dans les petits groupes et dans les catégories sociales. Souvent, on a du mal à faire ça. Et puis que ce qui se passe du côté humain dépend beaucoup de l'environnement matériel, ça aussi, en règle générale, on a du mal à comprendre ça. Alors, en face de chacune de ces focales, donc encore une fois, c'est dans les grandes lignes, vous allez avoir différentes sciences économiques, humaines et sociales, et qui vont regarder une focale, c'est-à-dire elles vont regarder à partir de là le monde, mais le reste continue d'exister. Donc la psychologie, la microéconomie, l'économie comportementale, elles vont regarder à partir de l'individu. Mais évidemment, derrière, il y aura potentiellement d'autres joueurs pour les petits groupes, et puis il y aura le reste du monde aussi. Au niveau méso, vous allez avoir la psychosociologie, la sociologie aussi, donc l'économie comportementale et la théorie des jeux, où là vous allez avoir plusieurs joueurs, et on va voir les jolis effets d'intérêt individuel et de désintérêt collectif de la somme des intérêts individuels. Et puis au niveau les plus collectifs, c'est vraiment le domaine de la sociologie, de l'anthropologie, de la macroéconomie. Alors toutes ces sciences, elles pointent vers elles ont un certain nombre de résultats et puis elles pointent vers des leviers que vous pouvez actionner
à travers donc une pluralité d'outils. Vous avez les outils d'aménagement et d'infrastructure, les instruments de communication et d'information, les instruments économiques, puis les instruments juridiques. Alors vous allez me dire, oui, mais juridique, tout ça, c'est au fait, c'est l'État, ça, c'est pas nous. Ah non, dans vos organisations, s'il y a bien quelque chose qui caractérise les organisations, c'est que ce sont des lieux de pouvoir hiérarchisés. C'est le règne de la règle par rapport au marché où vous avez une coordination par les prix. Donc oui, bien sûr que les interdictions, ça peut aussi se faire au sein des entreprises dans une recherche de réduction de vos impacts propres. Et puis, il ne faut pas oublier donc de cibler l'individu, puis de cibler les acteurs plus ou moins proches qui ont un impact sur le contexte social, économique et matériel de l'individu. Donc, pas non plus se focaliser que sur des atomes individus, mais bien prendre en compte l'ensemble de ces réalités-là. Alors, des réalités collectives. Donc, les bonnes questions à se poser, c'est souvent des savoirs stratégiques, ce n'est pas directement opérationnel, mais c'est important pour arriver à un bon résultat et comprendre comment être plus efficace et aussi moins vulnérable, parce que le nombre de collectivités qu'on a vues disaient j'ai fait ça ne marche pas, pourquoi ? C'est compliqué le changement de comportement, parce que justement, quand on cible l'individu, on ne voit pas tous les obstacles et à la fin, on est très triste. Donc, pour être un peu moins triste à la fin et avoir plus de chances de réussir, il y a un certain nombre de questions à se poser. Alors, petit vadémécum, ça ne vous décevra jamais. C'est là, ça ne fera pas tout, mais c'est quand même le minimum, la base vitale de survie quand on veut essayer de changer donc des pratiques. Qu'est-ce qui définit une pratique en sociologie ? C'est d'une part un aspect représentation, attitude, signification, norme, voilà, quelque chose d'assez éthéré. Des choses qui sont plus en termes de compétences, qu'est-ce qu'il faut que la personne, elle sache faire pour faire ce qu'elle fait, puis quelles sont ses ressources matérielles et financières. Il faut vous poser cette question-là avant le changement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est à l'heure actuelle, et puis après, dans ce que vous voulez advenir, et donc qu'est-ce qu'il faut changer au niveau des représentations, attitudes, significations, normes, au niveau des compétences et des ressources matérielles et financières. Et une fois que vous aurez fait ce panorama-là, cette étude-là, vous allez pouvoir essayer d'articuler vos outils au mieux, et vous ne pouvez pas tout faire, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se font en partenariat avec d'autres. Ça veut dire deux choses. D'une part, qu'il faut du temps, parce que le changement de comportement, ce n'est pas plus simple que le changement technique, c'est même plutôt plus compliqué. Et puis, faire appel à des spécialistes. Donc, il y a des bureaux d'études spécialisés dans tout ça. Vous avez vu que malgré tout, même s'il y en a plein, personne ne s'est levé, mais enfin, souvent, vous avez quand même levé la main à un moment donné, on a tous des prénotions de ce qu'il faut faire. Et donc, parce qu'on est, on est des êtres sociaux, donc on a une idée sur le monde social, on a des représentations, des connaissances, et on se croit pertinent. Alors oui, mais non. Pas tout le temps, c'est là où c'est dangereux, c'est-à-dire on est pertinent pour nous, pas forcément pertinent pour l'autre. Donc il suffit, surtout si vous opérez à l'international, là c'est la meilleure manière de plaquer des choses qui ne sont pas adaptées. Donc il faut prendre le temps d'aller voir les gens, de les étudier précisément, parce que ce qui vaut pour vous, mais ce n'est pas dit que ce soit le cas pour le voisin. Donc prendre des spécialistes pour faire ça. Et puis, si vous voulez creuser un petit peu, ce qu'on a été assez rapidement là-dessus, il y a un ouvrage que j'ai écrit avec ma collègue Alban Gaspard à l'époque de l'ADEME, qui est tout à fait gratuit, téléchargeable en ligne, qui vous réexpliquera tout ça. Et puis un petit film d'introduction de 3 minutes aussi sur un peu ce que je vous ai raconté, que vous pouvez aussi utiliser à l'envi avec vos équipes. Donc n'hésitez pas. Et puis vous voyez, le chemin, il est tortueux, mais il existe. Et donc, merci beaucoup de votre attention et bon courage. Voilà, on a besoin de tout le monde. Merci.